Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Geoffroy Lejeune viré, Bruce Toussaint et LCU complices de Barbouze. La presse est-elle pourrie? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal, financé par les merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Miguel Angel Puente, Jacqueline, Chris, Ludovic Martin, Christian Esqueix, j'espère que je prononce bien, Caroline Boudou, AXLDD et Poupou Palou, des fidèles parmi les fidèles. Merci à eux. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour tous vos gentils messages, les pouces levés et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. C'est tous ensemble qu'on arrivera à faire reculer cette presse aux ordres. Et il faut dire que ce week-end, on a appris de drôles de nouvelles. Ils se sont en quelque sorte surpassés. En effet, nous venons d'apprendre que Geoffroy Lejeune a été viré du journal Valeurs Actuelles. L'homme que vous voyez à gauche de Geoffroy Lejeune, c'est le patron de Valeurs Actuelles, Iskandar Safa. C'est un homme d'affaires d'origine libanaise, de confession chrétienne. Il ne s'est jamais véritablement bien entendu avec Geoffroy Lejeune. Vous vous souvenez, j'avais fait un numéro il y a quelques mois. Il avait essayé déjà de le débarquer de la direction de Valeurs Actuelles. Mais Geoffroy Lejeune avait mobilisé les lecteurs sur les réseaux sociaux, de nombreux Français s'étaient abonnés à Valeurs Actuelles et avaient sauvé le chef de la rédaction, le chef talentueux de la rédaction de Valeurs Actuelles. Alors on va essayer de comprendre exactement qui est ce Iskandar Safa. En regardant quelques éléments de sa biographie, c'est quelqu'un qui en 1992, par exemple, a pu racheter les constructions mécaniques de Normandie, CMN, à Cherbourg, un chantier naval spécialisé dans le domaine militaire. Donc ce sont des milliardaires qui possèdent en effet une partie de nos armements. Avec son frère Akram, faisant jouer leur réseau et leur capacité de négociation, ils en relancent l'activité en obtenant rapidement des contrats importants avec le Yémen et l'Indonésie, mais surtout avec le Sultanat d'Oman, puis avec toute une série d'autres pays. Il élargit ensuite l'activité de ses chantiers, notamment dans le domaine de la fabrication d'hydroliennes, revendique plus tard le lobbying, c'est mon métier de base. Alors, quand on est un milliardaire, qu'on possède des holdings, parce qu'il possède aussi de l'immobilier, on a besoin d'avoir un journal pour peser sur les décisions des politiques. Et c'est ce qu'il a fait en rachetant le groupe de Valeurs Actuelles. Alors, quelle est la raison officielle qui fait que Geoffroy Lejeune aurait été viré? On lit dans la presse, notamment dans le Parisien, c'est ma rédaction, tu n'as rien à faire là. Tu sors, aurait balancé Geoffroy Lejeune à l'endroit du nouveau président et directeur de la publication, Jean-Louis Valentin, arrivé 2 jours plus tôt, toujours d'après le récit d'une source interne au Monde. Tu n'es pas sur un plateau de CNews, lui aurait rétorqué le nouvel homme fort du journal droitier. La sortie de trop pour l'actionnaire principal qui essaie depuis 2 mois de faire infléchir la politique de droitisation à outrance opérée par le directeur de la rédaction, déjà évincé de LCU il y a plusieurs mois. Ça, c'est la version officielle et j'ai mes quelques doutes sur sa véracité. D'abord, une source interne au Monde. Depuis quand l'E-Monde est une source sérieuse? Et vous connaissez aussi l'adage qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Donc on a monté en épingle une confrontation avec le nouveau directeur du journal et Geoffroy Lejeune. Et on insiste sur le fait que déjà il avait été évincé de LCU, ce qui est à mon avis un signe de santé mentale. C'est le signe de santé mentale de Geoffroy Lejeune. Non, la réalité, elle est là. Elle est dans cette une de Valeurs Actuelles qui a fait énormément de buzz. L'Élysée, manifestement, a demandé la peau de Geoffroy Lejeune. Ça fait plusieurs mois d'ailleurs que Geoffroy Lejeune est dans le viseur. Et il faut aussi ajouter que Iskandar est un homme d'affaires. Vous savez, c'est du donnant-donnant. Je vire Geoffroy Lejeune et vous me donnez quelques contrats. C'est comme cela que cela se passe. Et c'est une des raisons pour laquelle la France est pourrie. Lorsque la presse est détenue par des milliardaires, ils utilisent ces journaux comme des moyens de pression sur le pouvoir politique. Et Emmanuel Macron voulait faire disparaître la dernière une particulièrement critique à son égard. Manifestement, c'est réussi. Alors, on ne doit pas être trop pessimiste dans la mesure où Geoffroy Lejeune est un homme de talent. Il aura un autre journal
qui lui offrira un poste et il pourra nous redonner de bons articles. Et puis je voudrais rebondir sur le valeur actuel, le ministre de la Destruction nationale. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron en avait fait un programme, il avait averti les Français lors de la fête de la musique il y a quelques années, où la LGBT+, entrait à l'Élysée. Elle est maintenant entrée à l'école et vous avez ce genre de sondage qui mérite quand même que l'on s'attarde quelques instants. 22% des Français de moins de 26 ans s'identifient comme LGBT+. Ce sondage a l'air d'être incontestable, aussi incontestable que Macron atteint une cote de popularité de 98% et qu'Édouard Philippe est la personnalité politique préférée des Français avec un score de 148%. Les 2% manquants pour atteindre les 150% sont ceux que son décret du 6 avril 2020 a permis d'euthanasier au Rivotril. Il faut un petit peu d'humour et d'ironie et de recul lorsqu'on a ce genre de sondage. On aimerait connaître la méthodologie de LCU et son panel parce que les autres études que j'ai pu lire, on atteint rarement 10% et encore dans des endroits qui sont très favorables au LGBTQ+. On sait également que dans le monde entier, ce qu'on appelle le wokisme est en fort recul, il y a une contestation. Et là, atteindre 22%, cela signifierait dans une certaine mesure que la politique de Pap Ndiaye à l'école, à l'université, fonctionne. Vous me permettrez de douter. LCU sert évidemment le narratif de l'Élysée. Et puis, lorsqu'on parle de journaliste aux ordres, Bruce Toussaint, vous le connaissez, c'est un champion du monde. Le 29 mai, sur le plateau de BFM TV, c'est Business Fréquence Macron TV, Bruce Toussaint interviewe une médecin, présidente d'association, qui charge Didier Raoult. Elle se présente en effet comme présidente d'une association des victimes des essais sauvages. Ça a fait tilt chez moi parce que Patrick Cohen nous avait parlé de quelque chose qui approchait. Parce que lorsqu'on tape sur les moteurs de recherche, on ne trouve pas d'association des essais sauvages. Par contre, on peut tomber sur nos amis de Verity, Marc Doyer. Et là, qu'est-ce que l'on constate ? Presque 124 000 abonnés. Et Verity recense tous ceux qui ont été en effet victimes du pchout Pfizer. Mais des essais sauvages, il n'y a strictement rien. Et puis elle serait médecin généraliste. Ah, c'est assez curieux. Alors on finit un petit peu par chercher et on trouve cette chose. Regardez, l'AVEMNA, compte officiel, Association des victimes d'essais médicaux non autorisés. Le nombre d'abonnés, 408. Et ça rejoint Twitter en mai 2023. Vous commencez à comprendre que cette association a été créée pour faire un buzz, pour passer sur BFM Télé et faire croire à la population française qu'il y a de très nombreuses victimes d'essais médicaux non autorisés. Cela s'appelle clairement, et c'est un terme que j'utilise souvent, une barbouzerie. Et lorsqu'on regarde un petit peu qui écrit dans cette fameuse association, oh surprise, le sénateur Bernard Jomier, que j'ai épinglé dans ma précédente vidéo, Molimar, et on sait que cette dame travaille avec Molimar au CHU de Bordeaux. C'est bien une association fantôme d'Amélie Boissier-Descombes, qui évidemment retweet Victor Garcia, qui est un harceleur, Dr Barrault, qui est extrêmement agressif. C'est toujours le même monde que je vous ai présenté sur la photographie dans une précédente vidéo. C'est bien une association, mais certainement pas dédiée aux victimes. Moi, ça leur ressemble davantage à une association de malfaiteurs financée par l'industrie pharmaceutique. C'est ce que nous dit tout simplement le journal France Soir. Les anti-Raoult, signataires de la tribune, que l'on retrouve dans l'association, ont reçu plus de 18,5 millions d'euros des laboratoires pharmaceutiques. On commence à comprendre qui sont ces gens. Ils veulent la peau du docteur Raoult. Et ils font donc venir une Amélie Boissier-Descombes, que personne ne connaît, qui préside une association fantôme, très proche de Molimar et de Jomier. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous renvoie à mes numéros précédents. C'est bien le même monde. Et quand Bruce Toussaint nous présente cette Amélie Boissier-Descombes comme médecin, c'est pas généraliste, ce n'est pas tout à fait vrai. Elle n'a pas terminé ses études. Et lorsqu'on fouille dans son cursus, eh bien, on trouve ce genre de choses, tentative de fraude à l'examen. Vous commencez à comprendre de qui il s'agit. Il cherche des étudiants en médecine, il cherche des personnes pour venir sur les plateaux.
j'ai presque envie de dire des pauvres oies, parce qu'elles devront un jour répondre de ce qu'elles sont en train de faire, hein. Ils ne prennent pas des grosses pointures, ils prennent un petit peu des têtes vides. Ça nous rappelle par ailleurs la première barbouzerie contre l'hydroxychloroquine. En effet, il faut rappeler, Marcel D le rappelle très bien, que l'association Fantôme, donc présentée par Agnès et sa présidente, nous avions eu Ariane Anderson, directrice des ventes de Surgisphère, qui a fourni les données de l'étude du Lancet, la fausse, vous savez, le Lancet Gate, qui déclarait la chloroquine dangereuse à partir de fausses données. Et cette étude a été rétractée tellement que c'était un faux grossier. Or, cette dame était issue de l'industrie pornographique. Ce que nous dit d'ailleurs Veritis, c'est comique ou pas, mais c'est vrai. Voilà les gens qu'ils vont chercher, c'est-à-dire des desperados, hein, des gens qui sont là pour la célébrité et qui espèrent se faire un nom pour descendre un des plus grands médecins français. Pour ceux qui en douteraient, qu'ils regardent la une du Parisien, comment l'arrêter ? Oui, c'est bien la couverture de la honte, hein, comme nous le dit Nicolas Dupont-Aignan. Ceux qui ont organisé la plus grande expérimentation, sans le consentement de millions de Français, avec un shoot sans recul aux effets secondaires graves, osent salir celui qui a soigné et sauvé des millions de vies. Oui, nous sommes bien dans une forme d'inversion accusatoire. Celui qui soigne, celui qui respecte le serment d'Hippocrate est cloué au pilori. Et ceux qui sont corrompus par cette même industrie ont les honneurs des plateaux de télévision. Mais vous savez pourquoi ? Parce que justement, ces télés, ces journaux appartiennent à des gens qui sont très riches, qui sont en liaison avec Davos, qui sont en liaison avec les grands patrons de l'industrie. Nous sommes dans un drôle de monde. Et pour terroriser les Français, pour leur rappeler les douleurs du Covid-19, voyez ce qu'on arrive à trouver sur LCU. Un protocole anti-Covid sera mis en place pendant le Tour de France. Les membres des équipes devront notamment porter le masque et respecter la distanciation sociale. À l'extérieur, un masque à l'extérieur, est-ce qu'on pourrait nous justifier cette mesure ? Le masque avait déjà fait son retour lors du Critérium du Dauphiné, le dernier grand rendez-vous avant le Tour de France. Non, il ne s'agit pas d'un vieil article. Un protocole pour lutter contre le Covid-19 sera bien mis en place pendant le Tour de France 2023, alors que l'OMS a déclaré la fin de l'urgence sanitaire il y a plus d'un mois. Et oui, ils agitent les peurs, ils agitent tous les covidios, ils essaient de les réveiller pour qu'ils remontent au créneau. Et vous avez l'habitude de ces narratifs, vous les avez supportés pendant 3 ans, eh bien il n'est pas terminé, Macron essaie de nouveau de cliver les Français avec le Covid. Et on apprend au niveau européen, paiement des doses Covid. Non livrées, les conditions sont scandaleuses selon la Pologne. En effet, la Pologne ne participera pas au nouvel accord sur les vaccins contre la Covid-19 négocié par l'Union européenne au nom des États membres, a annoncé le ministre polonais de la Santé qui a qualifié de scandaleuse la demande de paiement de Pfizer pour les doses non livrées. Est-ce que cette nouvelle s'étale à la une de vos journaux ? Non, on essaie de taper sur le professeur Raoult qui, lui, a soigné avec des produits, des protocoles qui ne valent que quelques euros. Par contre, c'est vous qui allez payer la facture de doses non livrées. C'est à vous que l'Europe a imposé le pass sanitaire, le pass vaccinal et autres. On devrait se révolter ? Eh bien, pas du tout, parce que les chefs de parti, je pense à Marine Tondelier, admirent l'Union européenne et même elle n'hésite pas à nous expliquer que peut-être il faudrait supprimer l'État-nation. Votre position, c'est donc celle d'un dépassement de l'État-nation, c'est-à-dire la suppression. Oui, ça l'a toujours été, mais un dépassement dans les deux sens, vers l'échelon supranational, donc à travers l'Europe avec plus de Pfizer, plus de globalisme, et vers l'échelon infranational à travers les régions. La région comme destructeur, cheval de Troie pour détruire notre État, en leur donnant plus de pouvoir, en reconnaissant leur identité et notamment leur langue. Nous n'avons jamais sacralisé l'échelon national, même si nous ne nions pas son importance. Et elle ajoute que l'Europe, c'est vraiment chouette. L'Europe est un enjeu immense pour notre avenir. Ce n'est pas faux, pour devenir esclave. Je pense qu'en effet, c'est un enjeu immense. Et ces élections sont importantes. Rappelons que, par exemple, c'est grâce aux résultats des Verts partout en Europe, il y a 5 ans, que nous avons pu imposer un Green New Deal, c'est-à-dire vous faire payer la note des multinationales.
et des réglementations contre la déforestation, ou encore la taxe carbone aux frontières externes pour protéger notre industrie, ça n'a jamais véritablement fonctionné, et imposer nos normes contre le moins-disant écologique. Mais elle se moque de qui, Marine Tondelier? C'est la même qui a laissé faire l'Union européenne dans ses accords de libre-échange. C'est cette Union européenne, par son mondialisme, qui a augmenté l'empreinte carbone justement du monde entier. Et qui paye la note aujourd'hui? Eh bien, les citoyens européens. Ce sont eux que l'on prive de chaudière, ce sont eux que l'on veut priver d'automobiles, ce sont eux que l'on veut priver de voyages en avion. C'est bien l'écologie punitive. Et c'est toujours ces écologistes qui tirent sur nos paysans et sur notre industrie. Et lorsqu'on leur parle de localisme et de revenir à des productions qui ont une moindre empreinte carbone, ils sont contre parce qu'ils défendent les intérêts de l'Union européenne. Des véritables traites à la nation, et ils l'affirment, au moins les choses sont claires. Certains d'entre vous me disent « Oui, mais à gauche, il y a François Ruffin ». Alors c'est sûr que François Ruffin est assez sympathique, il est souvent très proche de nos positions, il était proche de Cotarac, il était proche de patriotes qui étaient à la France Insoumise et qui sont passés au Rassemblement National ou chez Philippot ou à Debout la France. Mais voilà, François Ruffin, il est à la France Insoumise et il ne peut pas faire grand-chose. Et là, j'avoue que j'ai presque eu peine pour lui. François Ruffin a juste eu le malheur de dire que la lutte contre la pauvreté était plus urgente que la GPA. Et évidemment, il y a eu la défaite de Podemos. François Ruffin en a fait une lecture politique. Il est en train d'expliquer à son bureau qu'il faudrait peut-être sortir de la ligne woke. Il s'est fait recadrer. Et voilà l'insoumis qui se flagelle en public. Quand on parle de dictature des minorités, ce n'est vraiment pas une exagération. Pauvre, pauvre Ruffin. Sur ce sujet, donc, sur le wokisme, comme sur pas mal d'autres, en toute humilité, je dois progresser. Mais il fait son autocritique comme aux plus belles heures de l'Union soviétique. C'est épouvantable. En commençant, comme c'est ma démarche depuis maintenant 20 ans, par des rencontres avec les premiers concernés et les premières concernées. Cette dérive au sein de la France insoumise, cette dérive stalinienne, est particulièrement effrayante. Il est temps maintenant d'ouvrir la page internationale. J'ai vu sur LCU un interview d'un journaliste qui nous est bien connu sur cette chaîne, Darius Rochebin, vous connaissez son surnom, le grand Léchambou, puisqu'il a tendance à caresser dans le sens du poil les puissants et à montrer les crocs lorsqu'il s'agit d'opposants politiques à Emmanuel Macron. Et il donne une interview d'un Ponomarev, le chef de la Légion Liberté de la Russie, qui récite des éléments de langage plus grotesques que les uns que les autres, et notamment celui-là. Je pense qu'on assiste à ces derniers jours, donc à Vladimir Poutine, qui va enfoncer le dernier clou dans son cercueil. Je pense que c'est l'armée ukrainienne. Est-ce que cette version est corroborée par les faits? Je ne crois pas, c'est presque l'inverse qu'on lit dans la presse américaine, voire chez nos amis belges. En effet, guerre en Ukraine, la Belgique demandera des clarifications quant à l'utilisation d'armes belges en Russie. À l'intérieur de l'article, des armes belges produites par justement les sociétés belges et fournies à l'Ukraine par les autorités belges ont été récemment utilisées par des milices anti-Poutine sur le territoire russe, ressorti d'une enquête du Washington Post, je vous en avais parlé, relayée dimanche par Etlatze News. Des photographies le prouvent et selon le Washington Post, les services de renseignement américains confirment également cette information. Il s'agirait de fusils d'assaut Scar utilisés par des membres de la Légion Liberté de la Russie et du corps des volontaires russes, deux milices anti-régime de Poutine dont certains membres sont des nazis. Ça ne nous a pas été dit dans le reportage de Darius Rochebin. La suite de l'article est assez clair aussi. Le ministre de la Défense, Ludivine Défender, et sa collègue des Affaires étrangères, Hadja Labib, contacteront les autorités ukrainiennes pour demander des clarifications, a confirmé à la RTBF le cabinet de la ministre de la Défense, qui rappelle que le matériel militaire fourni aux forces armées ukrainiennes est destiné à les aider à défendre leur territoire et leur population contre l'invasion russe. C'est d'ailleurs explicitement indiqué dans les documents accompagnant chaque livraison. En outre, il est également répété à chaque livraison que les armes ne peuvent être distribuées qu'aux forces armées officielles de l'Ukraine, sauf exception accordée par la Belgique. Les armes ne doivent donc pas être données par l'Ukraine à des groupes indépendants qui suivent un programme interne russe. Il est également
explicitement indiqué que les droits humains et le droit international humanitaire doivent être respectés, puisqu'évidemment, ils se livrent à des actes de terrorisme, précise le cabinet. Suite aux images qui ont fait surface, le gouvernement belge va bien sûr contacter les autorités ukrainiennes pour clarifier cette affaire, conclut le cabinet de la Défense. On a bien compris qu'il s'agissait d'une diversion de la part des autorités ukrainiennes qui ne peuvent pas en ce moment mettre en place cette contre-offensive. Au contraire, c'est l'armée russe qui est à l'offensive sur le front de l'Est. Il faut donc cacher cette vérité aux citoyens ukrainiens avec ce qu'on appelle des images BFM TV et là, des images LCU. À tel point que certains s'interrogent. Aux abois, l'Ukraine devrait bientôt négocier la paix. La contre-offensive, si elle a lieu, mais personne n'y croit désormais, ne servira qu'à donner un peu plus de poids à Kiev dans les négociations. Mais la Russie, maintenant en position de force, acceptera-t-elle de négocier ? Nous avons pas mal de nouvelles qui nous viennent de Kiev et qui ne sont pas véritablement favorables à Zelensky. Elles ont besoin d'être confirmées. Et puis notre Macron, sentant le vent tourner, la semaine dernière, nous devons coexister avec la Russie. L'Europe ne peut pas éternellement dépendre des États-Unis pour sa sécurité. La girouette, en effet, dans sa splendeur, certainement un bipolaire. Bipolaire, pourquoi pas, mais la réalité, c'est que Emmanuel Macron a senti le vent tourner. De nombreuses analyses nous expliquent que Joe Biden est enlisé dans le conflit ukrainien et qu'il pousse certaines de ses équipes à trouver un cessez-le-feu le temps de sa réélection, entre guillemets. Et puis, les opinions mondiales ne sont pas favorables à cette guerre. Quand Scholz essaie d'en parler, eh bien voilà ce que cela donne. Près de Berlin, le chancelier Scholz tenait meeting. Il a été copieusement hué par des Allemands, lui reprochant de participer à la guerre perpétuelle de l'OTAN et demandant la sortie de l'OTAN. Bravo, vive la paix, stop OTAN et propagande Atlantis qui nous tue depuis des décennies. Tout à fait juste. Voilà, si vous avez aimé ce numéro, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux, à écrire de gentils messages. Et puis, je vous souhaite un excellent lundi. À bientôt. Au revoir.